Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour ce nouvel épisode, nous partons en voyage avec la céramiste Emmanuelle Casso. Son parcours est riche et foisonne de mille et une histoires incroyables. Emmanuelle est une personne curieuse, inventive et sans cesse à la recherche de nouvelles expériences qui la guident dans sa quête de vivre en harmonie dans l'espace qu'elle occupe. Cela passe à la fois par son travail d'architecte, de dessinatrice et aussi de céramiste. Durant cette conversation, nous avons fait, comme lors d'un voyage improvisé, plein de digressions et emprunté des chemins de traverse pour évoquer la céramique antique, la poterie zéro déchet, le dessin sur Procreate et comment passer à un rythme de vie plus décroissant. Bref, un épisode à savourer en prenant le temps. Bonne écoute. Tout est bon pour moi. Allez, c'est parti alors. Bon, tu sais, c'est toujours un peu la même trame sur les interviews. Je suis toujours un fil rouge. Et à chaque fois, je débute l'épisode en demandant aux céramistes quel est leur premier souvenir lié à l'argile. Ouais, carrément. Et c'est marrant parce que du coup, je m'étais jamais vraiment posé la question. Et en fait, j'ai essayé de chercher un peu dans mes souvenirs d'enfant parce que c'est là où on imagine, en tout cas, moi, j'imaginais avoir eu ce premier contact. Et en fait, j'arrivais pas à me souvenir de choses concrètes de moi avec ce rapport à l'argile. Donc, j'ai essayé d'investiguer un peu auprès de ma maman. C'est vrai que nous, ma mère, elle est dans le milieu artistique, elle a eu des compagnons et notamment un compagnon qui faisait de la sculpture. Lui, il était sculpteur, donc j'ai souvenir de lui en train de travailler. Elle avait d'autres amis qui étaient fondeurs. Enfin voilà, donc on a toujours été un peu dans l'environnement artisanal, quoi, disons. Mais moi, j'ai pas souvenir en fait d'avoir un rapport avec la terre petite. Alors j'ai souvenir, on faisait des ateliers. Elle faisait beaucoup d'ateliers en fait, des animations auprès des enfants et tout. Donc j'ai souvenir qu'on faisait de la pâte à papier. Chez mes grands-parents, je faisais beaucoup de pâte à sel. Je mangeais aussi beaucoup la pâte à sel, mais on faisait voilà plutôt des ateliers comme ça. Mais j'ai pas de souvenir avec la terre. Donc je lui ai posé la question et elle m'a dit c'est marrant parce que en fait moi j'ai souvenir de quand t'étais toute petite, mais du coup j'avais 2 ans, donc moi je m'en souviens absolument pas. Et en fait on avait été à une foire de potier parce qu'elle avait une amie qui était potière et elle me dit voilà il y avait des ateliers possibles avec les gamins donc t'étais là, j'étais pas très loin et tout. Et en fait, je me suis juste retournée 5 secondes. Et en fait, quand je me suis retournée, t'étais couverte d'argile de la tête aux pieds. C'était de l'argile rouge et tu t'en avais mais partout. Et voilà, tu t'étais badigeonnée de terre, quoi. Donc, bon, c'était pas du tout très concluant. J'ai pas fait d'objet ni rien du tout. Mais bon, moi, je m'en rappelle pas. J'étais trop petite. J'avais 2 ans, quoi. Donc j'ai pas de souvenir vraiment précis, tu vois, avec l'argile. Après, on a fait de la pâte à sel, du papier mâché, des trucs de bidouillage. Mais j'ai pas pris de cours quand j'étais petite. J'ai fait d'autres trucs, quoi, mais pas de la terre finalement. D'accord. Donc si on croit les souvenirs de ta mère, là, si on se réfère aux souvenirs de ta mère, ton premier contact avec l'argile, ça a été un contact physique, sensuel, tu t'es recouverte de terre. C'est clair. Ben ouais, D'accord. c'est un peu dommage, je m'en rappelle pas. C'est un peu dommage, mais c'est ça visiblement. D'accord. Après, comme tous les gamins, j'aimais bien patauger dans la terre, dans la glaise, quoi. Mais du coup, c'était pas
Ouais, c'est ça, c'était pas un Mhm. rapport de fabrication d'objets, mais Voilà, plus de ouais. Et carrément. c'est marrant parce que ton boulot finalement là, toi tu mets beaucoup les mains dans la terre en fait, vu que tu la C'est fabriques. clair, Ah, c'est j'ai drôle. jamais fait le rapprochement, c'est marrant. Peut-être que finalement c'était déjà là, je sais pas. Mais oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vachement là, les mains dans la terre en termes de matière. Non, Ouais. Et sinon, exact. alors, ça a été quoi, ton parcours pour arriver jusqu'à ton statut de céramiste là aujourd'hui? Par quel chemin tu es passé au niveau scolaire ou alors de formation? Quel chemin tu as pris? Bah c'est vrai que alors enfin c'est pas très linéaire quoi. J'ai un parcours scolaire un peu chaotique et décousu quoi. En fait, bah du coup moi si je reprends par rapport au bac par exemple, en fait moi j'ai voulu m'orienter faire un bac art appliqué quand j'étais au collège. Et en fait, c'était pas possible parce que c'était ou trop loin de chez moi, là où j'habitais. Et puis du coup, enfin, de façon un peu pragmatique, les gens de mon entourage à l'époque souhaitaient que je fasse plutôt un bac scientifique parce que c'était à l'époque le truc de la voie un peu entre guillemets royale. J'avais pas trop envie de ça, donc j'ai fait un bac scientifique que j'ai pas du tout réussi. C'était l'angoisse pour moi. C'était pas concret et tout, donc c'était un peu difficile. Et j'ai évidemment pas eu mon bac, c'était compliqué, donc je me suis réorientée, j'ai fait un bac technique. En fait, je suis allée à Bordeaux, j'ai refait une première, une terminale pour faire un bac STI génie civil, donc j'ai vraiment fait, je savais que j'avais envie de faire des études d'architecture et je me suis toujours dit, c'est complètement débile d'avoir un bac scientifique avec 10 de moyenne ric-rac alors que je savais qu'en faisant un truc appliqué, en fait, voilà, c'était plus pragmatique pour moi. Et du coup, bah, j'ai fait un bac STI génie civil et c'était très chouette et c'était hyper concret pour le coup. Et ensuite, j'ai fait des études d'architecture. Donc, je suis rentrée en école d'architecture à côté de Paris, à Marne-la-Vallée, qui est une école assez technique, donc c'était chouette parce que c'était en continuité avec le génie civil, du coup. Et bon, bah, c'était chouette, mais le niveau était très difficile, donc j'ai redoublé ma première année d'archi. Et ensuite, bah, du coup, en troisième année, je suis partie à Jérusalem. Je suis allée faire une année d'échange à Jérusalem, en fait. Dans les options possibles, il y avait ou l'Amérique du Sud, ou l'Europe, ou l'Israël. Et en fait, bah, à l'époque, j'avais pas trop envie de partir si loin. Amérique du Sud, ça me branchait moins. L'Europe, voilà, j'avais pas trop envie. Et du coup, bah, l'Israël, ça me semblait être un peu hors des sentiers battus. Enfin, ça m'intriguait aussi comme pays et en termes de fonctionnement et tout. Donc, je suis allée en Israël. Puis l'architecture là-bas est quand même assez dingue. Jérusalem, qui est une ancienne ville et il y a vraiment des joyaux d'architecture. Donc, j'avais envie de découvrir l'architecture en fait là-bas. Et j'ai fait une année d'échange. Là-bas, ça fonctionne un peu différemment qu'en France. Enfin, anciennement, les beaux-arts en France étaient liés à l'architecture. Puis après, il y a eu une séparation. Il y a eu les beaux-arts d'un côté et l'architecture qui était du coup plus technique et qui était une école à part entière. En fait, à Jérusalem, bah, les beaux-arts fonctionnent enfin, comme à l'époque chez nous. Donc, l'architecture est liée à l'école de Bezalel. Et en fait, bah, tu peux prendre des cours de différentes sections. Ben moi, j'avais mes cours d'architecture, sauf que il y en avait quand même pas mal qui étaient ou en anglais ou en hébreu. Et moi, je parlais pas hébreu. Enfin, j'avais des cours, mais je savais dire bonjour et je voudrais 3 oranges au marché, mais voilà, j'étais pas du tout apte à suivre des cours théoriques en architecture et tout. Du coup, ben je me suis dit ah mais il y a des cours de céramique, ça doit être trop bien. Et enfin pratique, donc enfin, c'était appliqué quoi. Donc, je me suis dit bon bah ça serait plus simple et ça serait chouette de pouvoir faire ça. Donc en fait, c'est comme ça que j'ai mes premiers vraiment souvenirs du coup de moi en train de fabriquer des choses. C'était finalement en 2013 à Jérusalem quand j'ai commencé des cours de tour en fait avec une prof, avec des élèves. C'était une section à part entière. Et donc, bah, j'en ai fait pendant un an. Donc j'ai été formée au tour là-bas en fait. Donc c'est ça mon premier rapport à la céramique. C'était vraiment des cours que de tours, que de tournage. Et après, il y avait d'autres cours qui étaient sur les émaux.
mais c'était et en anglais et en hébreu. Et là, ça m'a semblé trop compliqué. Surtout que c'était... Enfin, voilà, je m'étais pas dit, ça sera peut-être un jour mon métier. C'était plus dans une année d'échange d'architecture, ça serait trop cool de pouvoir découvrir quelque chose. Et je m'étais pas dit un jour j'en ferai mon métier. C'était vraiment pour moi, j'ai un côté très technique aussi en fait de par mes études et de mon bagage en génie civil. Et j'avais plus envie d'apprendre une technique en fait. C'était plus ça vraiment l'objectif. Donc je me suis un peu dit bon, les cours démo. Bon, voilà, j'ai pas fait ça là-bas. Si on résume, en Israël, tu peux passer un Ouais. diplôme post-bac en céramique. Oui, complètement. Bah, Ah en ouais. fait, c'est vraiment, c'est un peu comme les arts déco ici. Enfin, t'as des spécialisations, quoi. Donc, en fait, il y a des céramistes, pour le coup, qui ont fait vraiment. Donc, moi, j'ai fait que 1 an hein, de tournage, mais il y a des gens qui font 5 ans. Du coup, enfin, en fait, c'est du post-bac, quoi, et ils font 5 ans de céramique. Donc, ceux qui font ça, enfin voilà, ils voient toutes les techniques. À la fois Tours, à la fois la plaque, Colombin, enfin voilà, tout. Et disons qu'ils ont un bagage au bout des 5 ans où ils ont appris un peu toutes les techniques et ils sont en mesure de pouvoir, dans leur diplôme déjà proposer quelque chose qu'ils ont vraiment envie de développer par la suite, mais ils ont vu toutes les techniques, donc en fonction de ça, ils ont entre guillemets un vrai bagage. Moi, j'avais qu'un bagage de tournage, quoi, mais Ouais, ouais, eux, ils ont du coup 5 ans, t'es diplômé et c'est ouais. assez technique, donc c'est cool, quoi. Et tu penses qu'il y a un équivalent en France? J'avoue que je sais pas trop du coup parce que c'est après moi j'ai essayé un peu de regarder parce que du coup techniquement le diplôme que j'ai de Jérusalem il n'est pas valide en fait en France. J'ai pas de CAP par exemple de céramiste, donc j'avais regardé pour faire un peu une VAE, enfin voir comment est-ce que c'était possible parce que une fois que tu as vraiment le diplôme de CAP tu peux être artisan là où en fait sinon tu peux pas forcément, enfin sauf erreur de ma part évidemment, mais je crois que c'est ça et aussi enfin j'avais trouvé que bon, moi, j'ai pas fait ça, mais en tout cas, ce qu'ils proposaient là-bas, l'aspect aussi des émaux, j'ai l'impression que en France, par exemple, tu peux passer un CAP de tournage, donc tu vas être en compétence sur le tournage, donc le rapport à la terre, qui est déjà hyper long à avoir et tout, hein, mais du coup, j'ai pas l'impression que tu as un bagage comme ça à 360 en école post-diplôme, je veux dire. Après, tu peux faire des stages, je sais qu'à Dieu-le-Fit, ils proposent des choses et tout, enfin voilà, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus à ton bon vouloir, toi, si t'es intéressé et que t'as les moyens aussi, parce que en fait, c'est vrai que là, moi, je suis en train de faire des formations pour les émaux, haute température et tout, ça a un coût, quoi. Alors que quand t'es en études, enfin, je trouve ça chouette que ça puisse être intégré à un parcours à 360, quoi. Ouais. Parce que par exemple, je sais qu'aux Arts Déco à Paris, j'ai des copains qui ont fait les Arts Déco et ils ont eu un rapport avec la terre. Tu vois, tu peux découvrir, faire des ateliers pendant 1 an, tu apprends quand même une technique, mais j'ai l'impression que c'est pas aussi complet sur 5 ans uniquement. Mhm. Parce qu'en fait, c'est tellement vaste en fait le rapport à la terre. Enfin, tu vois, c'est de la terre, mais on fait tous des trucs hyper différents, à la fois de la sculpture, de la plaque, du collant. Enfin voilà, t'as vraiment plein de trucs. Et je trouve que c'est super de te spécialiser, mais parfois je me dis que c'est aussi top de pouvoir avoir un peu tout un panel. Et ensuite, une fois que tu as vu toutes les techniques, tu sais que c'est ça qui t'intéresse plus que ça. Bien sûr. Mais bon. Ouais, ouais. Lorsque tu es Ouais. revenu de Jérusalem, alors tu as fait quoi? Alors oui, quand je suis revenue de Jérusalem, en fait, je suis pas revenue de suite en France parce que je suis partie voyager pendant 1 an, donc avec mon petit sac au dos. J'étais avec mon compagnon à l'époque, c'est plus mon compagnon aujourd'hui, mais du coup, on est parti voyager tous les deux et c'était un voyage d'1 an, donc c'était hyper inspirant. J'avais beaucoup envie d'aller voir aussi. J'avais déjà voyagé un peu toute seule. Mon premier voyage, j'avais 20 ans et je suis partie toute seule sac au dos en Inde pendant 3 mois. Et donc ça, c'était vraiment mon premier voyage un peu loin, disons.
C'était super. Après, c'était un énorme choc. Franchement, je me dis aujourd'hui, avec le recul, enfin, même en ayant passé 30 ans, je pourrais plus refaire ça, partir toute seule en Inde. C'était un peu intense, quoi. Mais voilà, du coup, on est parti voyager. Donc là, c'était quand même plus doux, quoi, parce que voyager à deux, il y a un côté un peu plus safe aussi, pour aller, dans des pays et tout, donc ça c'était chouette. Et puis en fait j'ai vraiment eu envie de découvrir à la fois l'architecture dans différents pays, et en fait le fait d'avoir fait quand même de la céramique pendant un an, ça m'avait aussi un peu conditionné par rapport à l'artisanat et tout. Donc c'est vrai que quand on était en Amérique du Sud par exemple, j'avais été visiter des ateliers de potiers. Tu vois, ils fabriquent beaucoup d'architecture en fait en terre crue, donc ce qu'on appelle l'adobe là-bas, mélange terre paille, quoi. Et ils construisent des églises, ils construisent des maisons comme ça et tout. Donc je sais pas, ça a été un peu une rencontre justement entre la terre dans l'architecture, là où avant en fait j'avais pas du tout eu ce regard posé sur l'architecture. Donc ça m'a un peu switché le regard, quoi, sur ces nouvelles façons de construire. Enfin, ces nouvelles, elles sont pas du tout nouvelles, mais sur ces façons de construire qui étaient nouvelles pour moi du coup, en termes d'ouverture. Donc j'ai voyagé pendant un an, et puis après je suis rentrée, j'ai fini mon master en architecture, donc pendant 2 ans. Et là j'ai fait un master qui était spécialisé en gros dans tout ça s'appelle transformation des situations construites. Et en gros c'est tout ce qui traite aux situations de déjà là, aux friches industrielles, et de poser en fait un nouveau regard justement sur ces bâtiments qui sont évidemment souvent à l'abandon, qui en fait demande à être regardé peut-être un peu plus finement que juste être rasé. Puis voilà, il y a eu toute une époque la tabula rasa, où on cherchait pas forcément à regarder, sauf si c'était vraiment un patrimoine complètement dingue, en pierre, ou enfin voilà, mais sinon il y a eu plein de trucs qui ont été rasés parce que entre guillemets ça n'avait pas d'intérêt architectural. Et du coup j'ai fait mon diplôme dans cette thématique-là. Avant de reprendre mon master, j'ai fait un stage en agence d'architecture pendant un peu plus de 6 mois. Et ça, c'est pareil, c'était un stage chez des architectes qui s'appellent Encore Heureux et qui sont vraiment dans cette veine du réemploi en architecture. Et j'avais fait un projet en Israël pendant 6 mois avec un studio là-bas qui en fait était le but était il y avait en fait, il y a eu un gros problème sur les loyers en Israël, à Tel Aviv particulièrement. Il y a eu une explosion des loyers, donc le mal logement a été de plus en plus important, et donc il y a eu une très grosse grève. Et de cette grève a été en fait beaucoup de gens qui n'arrivaient plus à se loger, et donc il y avait un grand parc, le parc Voloneski à Tel Aviv, où il y avait c'était un parc de personnes qui étaient sans abri. Donc ils avaient construit des trucs de dingue, des tentes, des hommes. C'était vraiment nous, du coup, on devait les aider. C'était la thématique du studio, c'était comment aider ces personnes, sachant que tu arrives dans un environnement où en fait les gens n'ont rien, mais ils construisent 4 fois mieux que toi, ils ont des idées, enfin voilà, ils n'ont pas besoin d'architecte en fait. Donc c'était assez difficile au départ. Notre encadrant nous avait demandé de passer une semaine sur place, de dormir avec eux, pour vraiment être à la rencontre des conditions de vie. Donc c'était super, ouais, c'était difficile. Enfin franchement, c'était humainement parlant, tu te dis mais qu'est-ce que tu fous là en tant qu'architecte? Qu'est-ce que tu vas les aider, quoi? Et en fait, c'était hyper riche parce que bon, même si c'était difficile humainement, parce que ça nous bouge de nos lignes aussi de confort et voilà de problèmes. Enfin, il n'y a pas de petits problèmes. Je minimise pas que les gens puissent avoir des difficultés, c'est pas ça, hein. Mais en tout cas, là, dans cette situation où c'était vraiment des gens qui étaient à vif, quoi, on s'est rendu compte qu'en fait, ce dont il manquait le plus, finalement, c'était l'accès aux besoins de première nécessité, parce que en fait, ils avaient pas de douche, et ils avaient des toilettes chimiques, mais qui étaient vraiment d'un inconfort pas possible. Et de ça, en fait, on a vraiment construit en réemploi. En fait, on était 4. Et donc, nous, on a construit des toilettes sèches avec partie urinoir, et voilà, pour pouvoir aussi offrir une intimité et autre chose que des toilettes sèches. Et il y a d'autres groupes qui ont construit des douches
encore un autre groupe qui a construit des lavabos avec des miroirs parce que, par exemple, c'est con, mais en fait, pour aller chercher du travail, il y a pas mal d'hommes qui ont besoin de se raser et du coup, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient même pas ce premier truc de pouvoir se raser devant un miroir ou de s'apprêter. Et en fait, ça parle aussi d'estime de soi quand on a ce rapport de pouvoir être propre, avoir un peu de maquillage, enfin, c'est superficiel, mais je veux dire, en tout cas, ce premier pas de prendre soin, ça passe par finalement des espaces architecturés qui offrent en fait cette possibilité-là. Donc, tout en réutilisant de l'eau pour les douches, avec un système de décantation. Enfin bon, voilà, je rentre en détail là-dessus, mais c'était intéressant dans ce switch de construction et de rapport humain. Donc voilà, ça c'est le volet architecture. Et alors justement, dans toutes ces expériences professionnelles là, que tu as menées, comment la terre, elle vient s'insérer? Alors quand je suis rentrée de voyage et que j'ai refait mon master, j'ai repris des cours ça me manquait vachement en fait de pouvoir avoir un contact avec la terre. En fait, je me suis réinscrite à des cours. Les cours de tour étaient trop chers pour mon budget à ce moment-là à Paris. C'était vraiment. Je me suis inscrite en fait à des cours de modelage avec la ville de Paris. J'étais contente de faire autre chose que du tour parce que je crois qu'au bout d'un an, j'en avais un peu marre en fait de faire Je fais du tour aujourd'hui, hein, donc je décrédibilise pas le fait de faire du tour, c'est trop bien. Mais j'en avais vraiment marre en fait de faire des bols et des tasses et des trucs circulaires quoi. J'avais envie de faire un peu autre chose que du tour et j'étais trop contente du coup d'être dans ce cours de modelage où j'ai découvert la terre autrement. Donc j'avais plus un rapport à l'objet, à l'objet non utilitaire. Et j'en ai fait pendant 3 ans. Et donc j'ai même un peu plus en fait, 5 ans, ouais. Donc j'ai fini mon master, puis après j'ai travaillé en agence quand je suis sortie diplômée, quoi. Et donc c'était toujours un à côté. Je faisais j'en faisais 2 fois par semaine. Et après est venu le moment où j'ai eu envie j'en avais marre de mon boulot en agence. J'avais envie de découvrir une autre agence, d'autres types d'architecture. Dans mon parcours chaotique, ça fait aussi partie du package, mais en fait, j'ai démissionné le jeudi. J'avais fait une demande de rupture conventionnelle, ça n'avait pas fonctionné. Et au bout d'un moment, je me suis dit bon, il faut se bouger. Je me plaisais plus à 100% et j'avais envie d'autre chose. Donc, je me suis dit bon tu vas retrouver du travail. Maintenant il faut bouger quoi. Et en fait, j'ai démissionné le jeudi. Donc c'était février. J'ai démissionné fin février et avec mon conjoint avec qui je partage ma vie aujourd'hui, on est parti à Rome. Donc c'était le lundi à Rome, le jour même, j'ai appris le décès de mon papa. Super difficile. J'avais démissionné le jeudi, le lundi, j'apprenais qu'il était parti. Et ouais, c'était une période qui était hyper compliquée. C'était compliqué parce que l'année d'avant, en fait, j'avais 2 ans auparavant, j'ai fait une formation complémentaire à l'école de Duperré pour faire de l'illustration parce que j'ai toujours un peu dessiné en parallèle et je sais pas, je m'intéressais au milieu du livre et à l'illustration, donc j'ai fait une formation complémentaire à Duperré et de là en fait je me suis dit mais mon papa qui était atteint de schizophrénie et de bipolarité, il avait fait une énième tentative de suicide et de là je me suis dit waouh, mais en étant adulte je connais tellement peu cette maladie, je m'en suis toujours beaucoup éloignée pour me protéger, mais au final, je comprends pas cette maladie et tout. Et puis là, j'ai eu un peu un déclic. C'était en 2018 et je me suis dit, mais en fait, j'ai trop envie de faire un roman graphique pour déjà aller à sa rencontre à lui. Et c'était aussi pour moi une manière de lui dire mais regarde comme t'es important pour moi, là où j'arrivais pas à lui dire de vive voix. Enfin, j'avais l'impression de jamais être assez là pour lui. C'était compliqué quoi. Voilà, c'était un rapport qui était un peu difficile.
Et au final, donc j'ai fait un dossier de candidature. En fin janvier, j'ai su que j'étais acceptée et j'ai commencé l'accompagnement à ce projet de roman graphique. C'était donc le jeudi, j'ai démissionné, le samedi, j'ai commencé la formation et le lundi, il est décédé. Donc en fait, lui, il savait pas et je me suis retrouvée avec tout ça et évidemment. Ce projet de roman graphique qui me portait vachement, au final, c'était censé enfin, voilà, me rapprocher de lui et il était plus là, donc j'étais là, bon, ok, d'accord, en fait, ça n'a plus de sens. Et puis, et puis il y avait la terre là-dedans qui était un à côté. Ça a été un vrai échappatoire. Je me suis dit, en fait, je m'y suis mise euh, corps et âme dedans. Ça, c'était en 2019. J'ai commencé un peu, je continue encore mes cours de modelage à ce moment-là, donc j'ai fait du modelage et c'était décembre 2019. Ouais. Là, je me suis dit ah tiens, le tour, ça me manque un peu. J'aimerais bien revenir en fait au tour. Et je me suis inscrite à des ateliers libres à Clé Atelier à Paris. C'était plus suffisant et puis c'était à ce moment-là du coup j'avais plus de boulot en agence donc je me suis dit peut-être qu'en fait tu pourrais t'installer un tour chez toi. Donc là est venue une période une période un peu intense aussi parce que donc mon conjoint, il est peintre, donc il avait son chevalet dans notre appartement de 30 mètres carrés à Paris. Donc lui, il avait son chevalet dans le salon. Et moi, j'avais calé notre tour dans la chambre, enfin mon tour dans notre chambre. Donc il y avait le lit, 10 centimètres, et le tour qui était juste à côté. Ouais, j'avais pas de four et en même temps, en fait, j'ai fait du tour, mais sans jamais vraiment cuire mes pièces, qui est un peu finalement quand on apprend à tourner, et c'est un peu ce que je faisais à Jérusalem. En fait, on cuisait très très peu de pièces. Disons que c'est quand même assez technique le tour, donc bon, même si j'avais quand même un an de pratique, mais finalement de m'y remettre, j'avais perdu quand même sur l'aspect. J'avais pas perdu les gestes, mais finalement en termes techniques, c'était pas vraiment ce que je voulais en termes de pièces. Donc j'ai produit, j'ai cassé, enfin voilà, j'ai jeté beaucoup de pièces de cette production-là. Et en fait, à un moment donné, donc est venu le confinement. J'avais mon tour, donc c'était chouette entre guillemets, puisque du coup j'étais pas privée de ça. Ça a été aussi un échappatoire bis pendant cette phase-là. Et puis après, du coup, avec mon compagnon, on s'est dit bon là il nous faut un atelier parce que ça devient vraiment compliqué. Moi, je m'étais toujours pas dit à ce moment-là que j'allais lancer une activité de céramique. C'était vraiment plus pour moi. J'en offrais autour de moi, mais voilà, c'était plus un loisir plus quoi, disons. Et après, on s'est dit avec mon compagnon qu'il faudrait qu'on ait un autre espace parce que ça devenait. On a intégré un atelier à Montreuil qui s'appelle Amnu Atelier. Où on partageait 10 mètres carrés tous les deux. Donc c'était à Montreuil et c'était génial parce qu'on a fait des super rencontres. Il y avait en fait, il y avait différents corps de métier qui étaient là. Donc il y a des artistes qui sont à la fois, il y a des photographes, il y a des sculpteurs, Valentin et Juliette qui sont encore là-bas, Alexandre et Esther qui sont des dessinateurs, des sculpteurs, enfin voilà, ils ont fait les arts déco. Il y a Mariae qui est céramiste qui est encore là-bas, donc ça a été super. C'était des trop belles rencontres humainement. Voilà, ça nous a aussi un peu fait du bien de sortir de cet entre-soi qui est génial par ailleurs pour plein d'autres points, mais là c'était trop bien de pouvoir être dans un bain de création aussi, de pouvoir parler aussi des galères que c'est d'être dans ce milieu-là, c'est voilà pas toujours très simple quoi. Mais disons qu'il n'y avait pas de four sur place parce que Mariae elle fait de la haute température et voilà, elle a une autre organisation, elle n'avait pas forcément besoin d'avoir un four sur place. C'était l'année de mes 30 ans et donc j'ai fait une grosse fête pour mes 30 ans et j'ai eu une super participation de beaucoup de mes copains et de la famille qui m'ont permis d'avoir un pécule pour pouvoir m'acheter un four. Donc moi j'ai complété voilà pour avoir un four et en août 2020
en septembre 2020, est arrivé mon four dans cet atelier à Montreuil. Mais c'était dans l'espace commun du coup de l'atelier. Donc ça a très vite posé des problèmes en termes de gestion. Enfin voilà, ça posait un problème dans l'espace commun du lieu, quoi. Puis en plus, il y avait eu des dégâts des eaux. Mon four a pris l'eau pendant qu'il était en cuisson. Donc bon, franchement, c'était un peu vénère, quoi. C'était compliqué comme période. On était à l'étroit, 10 mètres carrés, c'était quand même compliqué. Financièrement, voilà, ça devenait aussi un peu tendu. Moi, j'avais aucune envie de retourner en agence d'archi à ce moment-là. En tout cas, pas en tant que tel, parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un renoncement du coup à la céramique, là où je prenais vraiment plaisir et où ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et donc, je crois que l'épisode de mon four qui prend l'eau, je me suis dit, j'ai dit à mon mec, non mais là, il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que c'est plus possible. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait quitter Paris. Donc voilà, on a quitté Paris suite à ça. Et enfin, suite à plein de trucs, mais voilà, le fait de payer plus de 400 balles pour 10 mètres carrés, plus notre loyer, et l'envie de développer des activités en fait artistiques, c'était juste plus compatible. Enfin, en tout cas pour nous, avec notre pécule financier, etc. Donc voilà. Vous avez atterri à Liffré, donc. Voilà, à Liffré, pas très loin de Rennes. Lui, il a pas mal de, enfin, il a sa grand-mère qui était d'origine de l'Andivisio, donc voilà, il a passé tous ses étés en Bretagne, donc il connaît très bien la Bretagne et de la famille. Et moi, j'ai de la famille qui qui habite à RC, donc pas très loin d'ici. Et moi, je suis originaire du Sud-Ouest et lui, il est originaire de Reims. Donc, il avait vécu aussi à Toulouse, il a fait ses études à Bourges, enfin bref, et moi, j'étais aussi du Sud-Ouest, mais j'ai vécu 10 ans en Guadeloupe, donc finalement, j'ai pas non plus vraiment, enfin, j'ai grandi en Guadeloupe, en fait, parce que ma mère, elle avait grandi là-bas, enfin, on a beaucoup bougé, et finalement, le Sud-Ouest, on n'avait pas trop envie. Reims, c'est l'Est de la France, pas trop envie, et lui, il connaissait la Bretagne, moi, j'avais un peu de famille qui était là aussi. Et c'était pas loin de Paris, Rennes-Paris, ça se fait assez facilement, donc voilà, et on avait envie d'être dans un cadre. Je crois qu'on avait besoin de nature en fait à ce moment-là, on étouffait d'être dans la ville, et du coup on habite à Liffré, juste à côté de la forêt, et on a un jardin et on a de la place, et ça change la vie. C'est génial, hein. C'est fou. Non mais c'est dingue en fait. Moi, j'ai passé plus de 10 ans à Paris et c'est vrai que quand on est dedans, moi, je me sentais pas à l'étroit en fait au départ. C'était cool, quoi. J'ai adoré et j'adore encore cette ville, mais c'est vrai que au bout d'un moment, en fait, 30 mètres carrés à deux avec des activités artistiques dedans, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'était too much. Donc là, Donc, votre atelier est à la maison si vous partagez les espaces. ouais, alors ce qui est assez génial, c'est que en fait, on a chacun un atelier dans cette maison. Donc on a chacun notre espace qui nous est propre, et ça c'était hyper important parce que ça permet aussi d'avoir une vraie liberté et une visibilité aussi de production et tout. Et on a notre salon qui est un salon studio où on s'est aménagé un coin lit, mais voilà, c'est finalement, enfin c'était soit il y en a un ou deux qui a son atelier dans le salon, soit on a notre chambre qui est dans le salon. Et finalement la chambre, c'est un peu l'endroit où on est quand même le moins parce que on y dort. Et en fait, au final, on s'est dit qu'on préférait avoir chacun un lieu isolé pour pouvoir travailler et avoir dans notre espace commun, enfin voilà, on dort ensemble. Quand on est dans le salon, je veux dire, la présence de l'autre, entre guillemets, elle dérange pas. Alors que quand on est dans notre espace de travail, c'est bien d'avoir une porte fermée, de pouvoir être vraiment voilà, tranquille, quoi. Puis même là, typiquement, quand on fait des réunions de travail ou qu'il y a des événements, c'est chouette de pouvoir être dans sa bulle, en fait, et d'avoir vraiment son univers. Et je crois que c'est ça qui nous manquait le plus, quoi, de pouvoir être recroquevillé quelque part aussi sur soi. Ouais. Ouais.
T'as eu une vie en tout cas un début de vie qui ressemble à un grand voyage hyper riche, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est cool si ça se calme un peu dans les années à venir. Parfois, je me dis, c'était un quota, peut-être que ça peut permettre d'avoir les 10 prochaines années un peu plus calmes. En tout cas, Mhm. c'est... Et alors aujourd'hui, Ouais. est-ce que toi, tu t'identifies comment, pardon? Tu penses que tu es plutôt céramiste, plutôt potière, plutôt plasticienne, parce que finalement, tu explores plein de médiums? Je sais pas. Je sais pas, je suis une bidouilleuse, quoi. Je sais pas, ouais. C'est compliqué pour moi, je crois, de mettre une étiquette. Bah, potière, oui, parce que enfin, je fais des pots, je fais de l'utilitaire, donc c'est vrai que ça, et j'adore faire de l'utilitaire. Je trouve que c'est génial de pouvoir avoir des objets dans un quotidien où on se raconte une histoire avec, ou en tout cas où on a, je sais pas, moi j'ai des tasses qui sont de différents céramistes et j'adore le matin prendre mon café et tout dedans. Enfin voilà, un rapport à l'objet utilitaire qui est très chouette, mais en même temps. Je fabrique des petits objets, j'ai des espèces des petits rochers soliflores qui sont des objets que je développe depuis 2017. Donc c'est à la base vraiment plutôt un objet qui était pour moi parce que j'adore récupérer, récolter des petits trucs. On peut avoir des vases de fleurs séchées, avoir des bouquets, etc. Mais j'avais envie d'avoir un micro-objet et finalement, en fait, dans mon voyage, c'est vrai que au Japon, par exemple, ils ont ce rapport à l'objet, aux petites choses, cette sensibilité aussi à la matière, enfin à l'environnement qui les entoure, à la nature, quoi. Et ils font des tout petits vases, mais qui sont tournés généralement, donc c'est vraiment des bijoux en termes d'objets. Mais voilà, mais du coup, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencé pour réaliser ces espèces de petits galets, mais j'avais envie d'un truc un peu plus incongru et bon, bah, c'est comme ça que l'objet est né. Donc, à la fois, je suis hyper intéressée à l'objet, à la fois à l'utilitaire. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. C'est aussi une réalité. J'ai beaucoup de difficultés à faire des choix dans ma vie parce que bah, il y a l'architecture, il y a l'illustration, il y a la céramique et j'ai envie de tout faire tout le temps et je crois qu'en revanche, je me définis pas trop comme artiste. Tu vois, c'est marrant parce que quand j'ai fait ce projet Terre-Terre avec la Société du Grand Paris, ils avaient fait un petit texte de présentation et tout pour présenter leur lauréat. Et au début, ils avaient mis l'artiste plasticienne Emmanuel Casso. Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas du tout moi. Enfin, je sais pas, je suis technique, quoi. C'est plutôt un rapport potier, ouais, céramiste, bah oui, parce qu'on émaille, mais j'étais là, oh là là, je sais pas, ça m'a fait paniquer, quoi. Donc, je sais pas, ça me fait paniquer. Artiste plasticienne, pas du tout, ça me panique. Dans tout ton boulot là, qui est très protéiforme, où tu abordes plein de domaines, tu fais plein de choses, mais il y a quand même une unité qui s'en dégage, il y a quand même une cohérence. Où est-ce que tu vas puiser tes influences pour ce qu'on va retrouver après dans ton boulot? J'ai entendu cette question que tu posais sur les autres interviews et c'est génial, il y a des réponses qui sont extra. Je sais pas, ouais, je sais pas, c'est difficile comme question. C'est marrant parce que bah, je suis trop contente s'il y a de la cohérence. J'essaye, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'essaye dans mon travail, justement, d'avoir une cohérence pour pas, enfin, j'essaye de minimiser le fait que je puisse être quelqu'un d'éparpillé et comme ça qui a toujours envie de faire 10 milliards de trucs. Donc, j'essaye d'avoir cette exigence, mais parfois j'ai l'impression que justement elle est pas suffisante. Enfin, justement avec en novembre 2020, quand je me suis dit, ok, bon, la céramique finalement, là, ça va pas être que un à côté. Je vais monter mon entreprise de céramique parce que finalement j'ai envie que ces tasses et que ces objets
utilitaire, il puisse avoir une place chez d'autres personnes. Voilà, je me suis dit, ok, donc il va falloir que tu aies une ligne directive, il va falloir que tu fasses des choix, tu vas pas pouvoir avoir 15 000 mots, il faut que déjà, le temps de développer, de connaître un émail, c'est quand même assez large et long, donc je me suis dit, ok, tu vas partir sur cette palette de couleurs, tu vas prendre uniquement cette terre, j'ai sur toutes mes pièces, j'ai un petit poinçon de main qui permet en fait de voir la terre en dessous, donc c'était pour créer un contraste. Donc ça, c'est un peu des contraintes quoi que je me suis données justement pour me dire tu t'éparpilles pas quoi, genre tu restes focus et ça va être la ligne que tu vas développer. Ok, tu vas développer des objets, mais pour avoir cette cohérence. Donc ça, c'était un peu le truc que je me suis dit. Et puis est venu le projet Terre-Terre et qui me tenait, enfin évidemment la question du réemploi, c'est un truc qui me tient à cœur depuis longtemps. L'architecture et le chantier, voilà, c'est quelque chose qui est hyper lié et je me suis dit, bah, ce switch du coup de pouvoir que ça puisse être utile dans la céramique, c'était génial. J'ai eu cet appel à projet. J'ai commencé à développer la recherche de terre, comment est-ce qu'on peut faire cuire et tout. Et au début, en fait, moi, je pensais vraiment pouvoir tourner cette terre et produire des objets utilitaires qui sont des formes que je développe, des vases, enfin voilà, qui étaient proches de ce que je développais en tournage. Et en fait, cette terre, elle était pas tournable parce que soit elle était trop sableuse, pas assez plastique, enfin voilà, et très chamottée, donc ça faisait vraiment mal. J'avais mis des gants et tout, mais je sais pas, j'aimais pas trop finalement ce rapport avec la terre, c'était pas ce que ça m'inspirait, donc je me suis dit bon bah je vais modeler cette terre. En la modelant, je me suis dit ah mais ça serait génial de pouvoir faire apparaître sur la même pièce différentes terres. Et donc c'est comme ça qu'est venue mon envie finalement de juxtaposer deux terres l'une au-dessus de l'autre. Et en fait, ça m'a beaucoup plu en termes à la fois de forme, à la fois de matière, de juxtaposition et tout. Là, je me suis dit, waouh, mais j'aimerais trop faire des vases comme ça. Et donc, est apparu le fait d'avoir envie de développer cette ligne de vases modelés, mais qui finalement vient tout bousculer dans ma pratique parce que c'est plus du tournage, donc c'est plus la même ligne directrice et tout. Donc je suis là, parfois je me dis, oh là là, mais j'essaye de communiquer et tout d'un coup j'ai l'impression, voilà, on est vraiment dans une époque aussi de communication de son boulot et tout. Donc quand j'essaye de communiquer dessus, je me dis tout d'un coup, oh là là, mais je juxtapose des objets tournés avec des objets qui sont modelés, qui n'ont pas la même ligne. Non, moi je trouve pas, je trouve que ton boulot est assez cohérent justement dans Ah son ouais. ensemble parce que on voit donc c'est assez minimaliste. Il y a aussi le travail de la ligne, de la forme. Et oui, qu'on comprend bien quand on sait que tu viens du monde de l'architecture aussi d'abord, quoi. Ah ouais, ok, Mm. trop bien. Tu en doutais? Comment? Tu en doutais? Ah ouais, non mais le doute, c'est comme le choix. Ouais, je sais pas, tu sais, enfin, ça fait qu'un an finalement que je développe vraiment ce projet de céramique en ayant la casquette professionnelle, tu vois. Et bon, après, c'est super, j'ai pu faire des marchés et tout, donc c'est chouette, les retours sont souvent positifs. Et puis voilà, mais il y a un gap entre faire les choses avec le cœur comme tu as envie qu'elles soient, mais après, comment est-ce qu'elles sont perçues et tout. C'est vrai que ouais, je sais pas, c'est pas toujours évident. Oui, je suis quelqu'un qui doute beaucoup dans les objets. Enfin, en plus, je trouve que la céramique, enfin, c'est quelque chose que j'adore, qui me passionne vraiment, mais je trouve que c'est un métier qui est très difficile. Bon, le métier d'architecte, c'est aussi un métier qui est difficile, mais la céramique, je trouve vraiment que c'est compliqué. Ça demande beaucoup, quoi. C'est en tournage, tu t'as ta terre, tu la pèses, tu la tournes. Elle sèche une première fois, tu viens la retravailler. Ensuite, tu la cuis une première fois, elle revient, tu l'émailles et elle ressort. Et en fait, toutes ces étapes, parfois elles fissurent. Je sais pas, sur les tasses, par exemple, moi j'ai beau sécher sous plastique très très lentement. Dans mon atelier, il fait froid, c'est humide, mais il y a souvent des tasses où les anses, elles ont un peu fissuré, tu vois, sur la jonction entre la tasse et la anse.
Donc bah du coup, tu as passé tout ce temps sur la tasse, bon bah tu la mets à la poubelle, enfin tu la recycles. Et puis parfois, bah, quand elle sort en termes de biscuits, donc sur la première cuisson, bah il y a des craquelures que tu n'avais pas vues ou qui n'étaient pas visibles en consistance cuir et puis séché. Et du coup, bah c'est pareil, ça c'est encore un autre truc. Et après, bah sur l'émail, t'as beau connaître tes émaux, il y a des fois où bah ton émail il va couler un peu plus ou voilà, tu t'as pas fait gaffe et t'as pas assez bien dépoussiéré ou t'as pas assez bien appliqué ton émail, donc il y a une transparence, etc. Donc à la fois c'est génial, à la fois c'est vrai que en faisant des marchés et tout, et après quand tu veux vendre tes pièces, je trouve qu'il y a un autre gap aussi qui est voilà une question de résilience et de persévérance quoi sur la terre parce que bah, c'est une pratique qui est vraiment, je trouve passionnante, mais c'est vrai qu'elle demande aussi vraiment de s'accrocher quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Moi quoi, aussi. mais ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aimerais bien voir tes dessins d'ailleurs. Ça, je suis curieuse de ça. Carrément. Genre, tu veux dire quand je commence à préparer des... Comment est-ce que je passe du dessin à la fabrication de l'objet, Ton par travail de exemple? dessin en général. Alors, mon travail de dessin, genre, quand je me dis, ah, j'ai envie de faire de l'illustration, par Ouais. exemple. Et donc, ça, c'est marrant parce que bah, pareil, quand je me suis lancée vraiment dans la production en me disant ah bah j'ai envie de développer ça pour que ce soit professionnel, la céramique, je veux dire. Et voilà, il y a plein de, enfin c'est aussi une veine de la céramique d'illustrer sur les objets qu'on fabrique. Donc voilà, je me suis dit ah mais ça serait trop bien, j'adore. Il y a plein ouais, d'illustratrices et de céramistes du coup qui mêlent ces deux domaines-là et je trouve ça génial. Mais en fait, déjà, moi, je me sentais pas assez mature dans mon travail d'illustration pour proposer euh, vraiment un travail d'illustration sur la pièce. Et pareil, je me sentais pas non plus assez mature pour pouvoir proposer des pièces en tournage illustrées. Enfin, je sais pas, ça me demandait trop en fait tout d'un coup. Et puis aussi, je crois que j'aime profondément la céramique utilitaire pour ce qu'elle est en tant qu'utilitaire de pouvoir découvrir le domaine des émaux aussi, qui est vraiment encore un autre domaine, tu vois, de la céramique. Et je me suis dit non, mais en fait, ça va être bien de séparer les deux, d'avoir la céramique d'un côté vraiment en termes utilitaires et d'avoir le dessin en parallèle. Pour faire des romans graphiques, pour faire des illus si tu as envie, toute ta com, etc. Donc je me suis dit, bon bah, je me lance comme ça en fait. Ça, c'était du coup un choix en tant que tel. Et après, du coup, ben, pour l'illustration, genre vraiment mes petits dessins en parallèle de la céramique, je dessinais beaucoup au crayon, à l'aquarelle, à l'encre et tout. En fait, c'était compliqué pour moi parce que j'avais jamais le bon outil et le bon papier au moment où je voulais dessiner, tu vois. Puis j'avais l'atelier qui était à Montreuil. Quand je dessinais souvent, c'est que j'avais envie d'être posée dans une autre petite bulle, donc pas forcément dans mon atelier de céramique à Montreuil. Puis en plus, j'avais ce projet de roman graphique, enfin qui est toujours en cours d'ailleurs, mais qui me prenait beaucoup émotionnellement et donc j'avais besoin d'être dans ma bulle. Et donc il y a un truc qui a révolutionné ma pratique, qui est un outil informatique, mais enfin, qui est un iPad, tout simplement. Procreate. Tu travailles sur Procreate, c'est ça? Exactement. Ah, bien sûr. Exactement. Exactement. Et franchement, ah ouais, pour moi, ça a vraiment, mais en fait, c'est tellement, en tout cas pour moi, ça a été révolutionnaire parce que déjà, ouais, à la fois je suis quelqu'un qui accumule et à la fois donc quand je me baladais je me disais ah tiens, je vais aller dessiner dans un café. Bah du coup, je me baladais avec mes carnets, mes stylos, mes crayons, etc. Puis du coup, bah tout d'un coup, tu débarques dans un café. Bon, ça fait un peu too much quoi. Tu t'installes avec ton papier et tout, donc ça c'était un peu compliqué. Et puis chez moi, bah j'avais pas de forcément d'espace, tu vois. Tu vois, tu pars en week-end, tu sais qu'à un moment donné, tu vas avoir envie de dessiner, mais bon, bah, j'avais pas envie de me trimballer avec tout l'attirail, par exemple. Je suis quelqu'un qui doute beaucoup, donc finalement, d'être sur papier, moi, ça m'angoissait de ouf parce que j'avais toujours l'impression que c'était pas assez bien, que si je faisais ce trait, enfin voilà, je pouvais pas revenir en arrière. Et Procreate, ça m'a vraiment
libérée dans ce sens-là parce que en fait je fais, je défais, je refais, je déplace. Finalement la couleur me plaît pas, je change la couleur et je trouve que c'est d'une libération mentale. Aujourd'hui, bon voilà, je me considère pas du tout comme illustratrice, mais en tout cas l'illustration fait partie de ma pratique. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir aussi beaucoup évolué dans mon trait, dans justement le fait de se libérer un peu, de plus avoir peur finalement de faire une erreur parce que tu sais que tu peux y revenir. Après, ça change pas. Enfin, je sais que du coup, toi, tu fais de la sculpture et il y a tout un rapport à la matière et quand tu dessines avec de l'encre, enfin, de façon traditionnelle, je sais pas, il y a des illustratrices. Je pense à Anne Montel, par exemple, qui est une illustratrice. Enfin, évidemment que son boulot à elle, il est tellement dingue à l'encre et qu'elle a toute une technique et une pratique et tout. Je sais pas. Enfin, peut-être qu'elle utilise Procreate, mais c'est vrai que les rendus sont pas les mêmes. Enfin, ça n'a rien à voir. Évidemment, ça ne se compare pas. En tout cas, moi qui ne suis pas illustratrice, qui n'étais pas dans une technique donnée au départ, finalement, je sais pas, le dessin digital, moi, ça m'aide beaucoup. Au final, j'y passe beaucoup de temps parce que je considère vraiment le stylet comme un crayon. Donc, c'est-à-dire que je vais pas forcément faire des aplats, je vais vraiment dessiner trait par trait tout mon dessin. Donc, je trouve qu'on peut aussi avoir ce rendu texturé Et attends, dernière petite digression avant de revenir à l'interview. Ton roman graphique, il avance aussi? Ça continue? Ouais, ça continue et c'est vrai que c'est assez difficile émotionnellement. Bon, maintenant ça va quand même un peu mieux parce que c'était 2019, donc ça fait 3 ans. Et voilà, et du coup j'avance. Après j'ai fait des dossiers. J'avais fait un dossier pour une résidence à Rome justement avec la Villa Médicis, mais bon, j'avais pas été prise, donc c'est beaucoup de doutes et en même temps je l'ai jamais soumis en maison d'édition. Donc là c'est pour 2022, il faut que je l'envoie en maison d'édition. Ouais. Je m'y confronte, mais tu vois, c'est tellement un projet de cœur que la projection de me dire et c'est évident que ça intéressera pas tout le monde et qu'il n'y a pas 18 000 maisons d'édition qui vont me dire oui. Et donc du coup, comme c'est un projet tellement personnel et en même temps qui, à mon sens, est nécessaire parce que la question de la maladie mentale, elle ne touche pas que moi. Il y a plein de gens en fait qui ont des amis d'amis ou des connaissances ou qui ont vécu avec des personnes, tu vois, qui étaient atteintes de maladies mentales et moi j'ai envie que ce soit un hommage aussi pour lui, mais un témoignage. Et en fait, bah oui, mon père, il était atteint de schizophrénie, mais il n'était pas schizophrène. Enfin, je veux dire, dans le sens, c'était pas ça qui le définissait. Et il était défini par tellement d'autres choses. Il était artiste, il écrivait. Enfin voilà, il avait vraiment plein d'autres casquettes. Et en fait, c'est vrai que j'ai envie de parler aussi d'amour dans ce projet de BD parce que bah oui, mon père, il avait pas la case normale entre guillemets. Mais moi, il m'a toujours dit qu'il m'aimait, il m'a toujours dit qu'il était fier de moi, il m'a toujours encouragée. Là où moi j'ai des copines ou des copains qui ont des parents normaux, dans ce que la norme, elle est considérée dans notre société, qui leur ont jamais dit je t'aime, qui leur ont jamais dit qu'ils étaient fiers d'eux. Et en fait, je trouve que c'est important je sais pas, de parler de ça aussi, que les gens qui ont ces fragilités-là, il y a des forces à d'autres moments. Je sais pas, ils ont leur place en fait. Ils ont leur place et en fait c'est juste une question aussi de comment est-ce qu'on regarde ces personnes et comment est-ce qu'on les accompagne aussi en étant individuel, enfin en étant un individu en connaissance de cause. Je pense que ça fait peur et moi la première, ça m'a fait flipper pendant des années et voilà, et je suis pas non plus encore dénuée de regard, quoi. Tu vois, le regard qu'on pose, en fait, et c'est dommage, et je pense que ça nécessite d'évoluer, puis... Ouais. Et ouais, c'est... J'espère qu'on pourra la lire, hein, que ça sortira. Oui, non, mais ça serait trop chouette, ouais, non, c'est... Ouais. J'espère aussi. En fait, au début, je me disais que ça avait plus de sens parce que il était plus là, mais en fait, pour en avoir parlé justement au fur et à mesure autour de moi, c'est vrai que la question de la maladie mentale, je pense que ça touche aussi finalement plus que juste un témoignage et un Bien récit. sûr. Donc,
Ouais, bien sûr. Bon, on revient à l'interview. Oui, pardon, je me disperse. Oui, ce que je voulais savoir, c'était où est-ce que tu vas puiser ton inspiration? Dans quel domaine tu vas chercher? C'était ça la question, c'est vrai. Bah alors, je dirais un peu à plein d'endroits. Je suis quelqu'un d'assez curieux et très gourmande de plein d'univers. Donc, à la fois, je vais la chercher dans l'architecture, dans le design, dans le voyage, dans l'illustration. Il y a vraiment plein de choses qui se mêlent. Je sais pas si, enfin, ça ne se ressent pas aujourd'hui, par exemple, dans mon boulot, parce que le travail d'émail, c'est quelque chose que je suis en train de développer. Et moi, je fais de la basse température, c'est de la faïence que je travaille, parce que à la base, en fait, j'avais envie de travailler cette terre. Enfin, là, je m'éloigne. Donc, hein, je vais Non, revenir. vas-y. C'est pas possible. Non, mais c'est important parce que, en fait, au début, ça s'appelait Circular Clay, ce que j'ai lancé. Donc, c'était vraiment dans l'idée de l'économie circulaire en céramique, etc. Et après, j'ai changé parce qu'en fait, je me suis dit, non, mais on peut pas enfin, c'est vraiment un sujet aussi, ça. Est-ce que la céramique, tu peux avoir une céramique éco-responsable? Enfin, tu vois, à un moment donné, on utilise des matières, on va puiser la terre, on fait des fours qui montent à haute température, ça utilise de l'énergie. C'est pas parce que tu utilises de l'énergie verte, tu vois, que tu produis des choses, ensuite des objets et tout. Donc, j'ai eu un peu un cas de conscience à un moment donné où je me suis dit, bon, bah, je peux pas appeler ça circular clay parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la céramique éco-responsable, tu vois. Et puis surtout que même si j'ai ce projet enfin, avec Terre et où j'ai envie voilà, de recycler de la terre et tout, mais aujourd'hui, ce que je produis et ce que je vends au public, c'est vraiment de la faïence puisée en Normandie. Alors oui, j'essaye d'avoir une terre qui est le moins loin possible de là où j'habite. Tu vois, je recycle, enfin, toute mon eau, c'est de l'eau ou de pluie ou c'est de l'eau avant de me doucher. En fait, bah, l'eau qui est froide, bah, je la mets dans une bassine et je la réutilise dans mon atelier. Donc, j'essaie vraiment d'avoir justement cet impact-là. Et la faïence, en fait, c'est une terre donc à la fois qui cuit basse température, donc ça veut dire que elle utilise moins d'énergie pour cuire, mais aussi ben en fait c'est une terre qui est disponible en plus grande quantité. Quand j'avais fait des recherches et tout, voilà, c'est une terre qu'on utilise depuis la nuit des temps. Avant d'utiliser de la haute température, on utilisait de la basse température. Et voilà, et aussi elle permet d'avoir un peu plus de panels de couleurs, des émaux un peu plus vifs et tout. Donc voilà, moi je m'étais dit, ah c'est trop cool, c'est une terre qui me convient bien, etc. Et en fait, avec ce projet Terre-Terre, j'ai aussi découvert un nouveau truc que je connaissais pas du tout avant et qui est plutôt les émaux haute température, donc tout ce qui va être l'école de Daniel de Montmolin ou de Litch, ou voilà, qui est vraiment bah, fabriquer des émaux à partir de choses que tu vas glaner ou des cendres de ta cheminée, etc. Et bon, bah ça, c'est quelque chose auquel je suis en train de me former. Et donc, tout ça pour revenir sur le fait que ça ne se transparaît pas forcément dans mon travail aujourd'hui parce que j'utilise des émaux, enfin je fabrique mes émaux, mais c'est des bases assez lisses en fait, même si j'essaye d'avoir sur certains émaux un travail un peu moucheté, mais qui se voit vraiment de très près. Et donc, j'aimerais vraiment développer ce côté un peu plus matière, tu vois, que, à mon sens, j'ai pas encore aujourd'hui. Donc, finalement, mes influences, c'est vraiment des céramistes qui vont beaucoup travailler la terre, la surface, l'émail vraiment comme matière rugueuse ou comme matière en tant que telle. Et je pense à, par exemple, Studio Alluvion qui sont aux États-Unis ou Michael Buckley, tu vois, qui lui va récupérer ses terres et il fabrique ses émaux à partir de terre glanée. Il y a une céramiste dont j'aime beaucoup le travail aussi qui s'appelle sur Instagram, elle s'appelle Studio Antonia Maria et elle travaille, tu vois, vraiment avec justement la surface, la texture. Elle vient travailler aussi en profondeur certaines aspérités de surface, quoi. Elle vient graver puis remettre de l'émail. Donc, tu vois, elle travaille vraiment la matière en tant que telle. Après, il y a deux autres céramistes dont j'aime beaucoup le travail. C'est Chloé Rosetta Bell et là, le Limousin, tu vois, qui font pareil, elles ont un travail mais qui est très très loin de ce que moi je fabrique aujourd'hui, en fait, qui est vraiment, c'est des inspirations, j'adore leur travail, mais comme Daniel de Montmolin et Lucie Rie et Hans Cooper, enfin, tu vois, voilà, qui sont vraiment des inspirations, j'adore leur travail, mais finalement, c'est très loin
de ce que moi je fabrique. En fait, je sais pas trop comment qualifier mon univers, mais en fait, j'avais envie que ça soit assez intemporel. C'était un peu ce que j'avais envie au début, tu vois, d'avoir un truc un peu finalement passe-partout, parce que c'était l'objet pour l'objet, la tasse pour la tasse, il y avait une simplicité, un truc un peu minimaliste. Mais en fait, je me rends compte que tu peux aussi travailler ça avec les émaux. Enfin, c'est un développement, quoi. Mais tu peux aussi avoir ça avec de la texture et tout. Donc, j'espère que j'arriverai à avancer là-dessus aussi, tu vois, Est-ce que tu penses que ton quotidien... tu vois, je me disais, ton déménagement, le fait d'avoir quitté la ville pour venir vivre à la campagne, est-ce que tu penses que ça a impacté aussi ta production et ton esthétique? Eh ben, c'est marrant parce qu'en fait, au moment où tu me poses la question, tout d'un coup, ça fait hyper sens parce que j'ai jamais fait le rapprochement, tu vois, avec le déménagement. Mais en fait, carrément. Parce que, en fait, je pense que en fait, ça a ouvert une possibilité, je pense, d'être là et d'avoir la forêt, tu vois, à côté, de pouvoir aller récupérer de l'argile, de pouvoir, ne serait-ce qu'avoir des gens autour de moi qui ont une cheminée et te dire que tu peux récupérer les cendres. À Paris, c'est juste infaisable. Et puis aussi, l'atelier où j'étais quand j'ai développé cette activité-là, il fallait pas en mettre partout. On était dans 10 mètres carrés, donc c'était vraiment très à l'étroit. Donc il y avait aucune possibilité de pouvoir glaner, bricoler des trucs, etc. Et en fait, je pense que le projet Terre-Terre, le fait de pouvoir être dans mon jardin avec toutes ces terres qui étaient très impure et d'avoir tous ces cailloux et tout partout, mais qui n'était pas un problème. En fait, j'étais vraiment libre de ça. Bah en fait, carrément, je me dis qu'aujourd'hui, c'est effectivement une évolution, c'est un switch qui est en train de se passer parce que finalement, mon environnement me le permet et que tout d'un coup, il y a un champ des possibles qui est beaucoup plus vaste que avoir des matières déjà toutes préparées. Et de faire ses propres mélanges en mesurant et en étant très propre finalement. En fait, c'est marrant, oui. J'ai un travail qui est très propre. En fait, si on regarde comme ça, oui, carrément. Oui. Trop marrant, ouais, ouais. Mais même est-ce que le choix de tes couleurs d'émaux vient aussi de choses que tu peux observer dans la nature, par exemple? C'est marrant parce que moi j'ai des tonalités un peu bleues, tu vois, un peu bleu-vert, blanc. Il y a un truc qui m'a toujours fascinée. Et j'ai d'ailleurs des tatouages de ça, mais bon, enfin, c'est les nuages. En fait, ça m'a toujours, ouais, c'est une fascination, quoi. Le ciel, les nuages, les changements, et puis du coup, bah, c'est bleu. J'ai vécu aussi aux Antilles, donc en fait, ce rapport à l'eau, à la nature, au sable. Enfin, c'est marrant, ouais, bah, carrément. Je pense que c'était pas forcément conscient, mais qu'en tout cas, oui, dans ce développement-là, je me suis dirigée vers des choses peut-être que je connaissais ou où j'arrivais à m'identifier, en fait, avec, plutôt le ciel, je dirais. Mais peut-être que justement, maintenant, il y aura un peu plus de nature, de sol, quoi. Là, c'était peut-être plus aérien ou, ouais, dans le ciel. Et peut-être que là, je vais finir par m'ancrer et que je vais réussir Voilà, à c'est ça, à te poser un centrer. truc. T'as raison. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Alors, ton installation, elle est toute récente. Est-ce que tu en vis de la céramique, de ton activité céramique aujourd'hui? Pas du tout. Non. Pas du tout. Ouais, non. C'est une question. Non, j'en vis pas du tout. Donc ça fait un an. En novembre cette année, ça a fait un an. J'ai fait des marchés, mais en fait, c'est vrai que j'ai fait des marchés de créateurs à Paris ou j'ai fait des marchés de potiers. Bon, déjà les marchés de créateurs, les places sont hyper chères. C'est genre 500 balles le stand, donc c'est vraiment très très cher. Et bah, c'était à Paris, donc il y a le déplacement, etc. Donc bon, bah, même si j'arrive potentiellement à rentrer à peu près dans mes frais, bah en fait, t'es quand même à perte parce que tout le travail que tu as fait pour produire des pièces, les matières premières que tu achètes, etc., bah au final, t'es tout juste à l'équilibre, mais bon, finalement, pas suffisamment pour payer ton loyer et tes charges et vivre, en fait, tout simplement.
Au début, c'était difficile pour moi de revenir en agence d'archi parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un renoncement à la céramique, qu'il fallait que je fasse un choix et que il fallait soit que je sois architecte, soit que je sois céramiste à plein temps, mais que c'était pas possible d'être dans un entre-deux. Et en fait, chemin faisant, je me suis rendu compte que en fait, j'avais pas envie d'avoir une production d'une usine. Enfin, voilà, que finalement, pour vivre de son métier, ça veut dire aussi beaucoup produire. Et beaucoup produire, c'est finalement pas en lien avec ce que j'ai vraiment envie de proposer, parce que moi, j'ai envie de produire à échelle raisonnée et de produire pour moi et pour certaines personnes, en fait, qui ont envie d'acheter ce travail-là, mais j'ai pas du tout ni l'envie ni la prétention de me dire demain je vais aller fournir je sais pas 60 boutiques vendre tous les mois sur mon site internet. Enfin voilà, j'ai pas envie de ça. Et du coup, je me suis rendu compte que mon échelle de production, elle était finalement compatible avec une activité d'architecte parce que j'allais voilà choisir de produire moins. Et surtout, j'ai beaucoup envie de faire de la recherche d'émail, faire de la recherche de terre, etc. Donc, ça veut dire pas produire un objet fini qui va être acheté, en tout cas pas de suite, pas pour l'année ou pour les 2 ans à venir. En fait, je me dis, l'architecture me manque aussi, vraiment, en termes de synergie d'équipe, en termes de réflexion, de dessin d'architecture, ça me manque vraiment. Et du coup, là, pour 2022, j'aimerais réintégrer une agence en plein temps d'architecture. Donc là, je suis en train de prospecter, donc c'est pas dit, c'est pas encore fait. Voilà, c'est toute une nouvelle phase à remettre en place et tout. Et le fait d'avoir mon atelier chez moi, qui en fait, à l'époque, quand j'étais à Paris, c'est pareil, c'était compliqué parce que il fallait que je fasse un choix. Je pouvais pas être en agence, bosser comme une ouf, en sortie de boulot, aller à Montreuil pour produire, et puis rentrer à minuit, 1 heure chez moi. Enfin voilà, je l'ai fait quand j'étais en freelance, mais bon, je me suis dit c'est pas viable. Clairement, à un moment donné, je vais pas vivre, enfin pouvoir supporter ce truc-là, quoi. Et là, aujourd'hui, ça change tout parce que j'ai mon atelier chez moi. En province, les rythmes en agence sont un peu différents quand même que à Paris. Donc, ça veut aussi dire que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont, je sais pas moi, des activités la semaine. Ils font une activité sportive, une activité je sais pas, manuel, ils vont boire des coups avec des copains. Bon voilà, aujourd'hui, je bois beaucoup moins de coups avec mes copains, hein, ce qui me manque beaucoup, mais j'ai du coup plus de temps pour produire, donc je me dis que c'est un nouvel équilibre qu'il faut que je trouve. Mais que voilà, en fait, je me suis dit au début, quand je me suis lancée, voilà, il faut produire de ouf, il faut faire plein de trucs, parce que c'est en produisant que tu vas réussir à vendre, il faut faire des marchés, etc. En tout cas, pour moi, c'est pas le bon équilibre, parce que ça me demande trop en termes d'énergie et de coûts. C'est un investissement financier qui est trop de faire des marchés de créateurs et tout pour ce que tu gagnes, que tu en ressors en termes de finances, tu vois, après c'est génial, tu te fais connaître, c'est une visibilité, mais voilà, après moi je suis aussi très critique sur le fait aujourd'hui qu'on te paye en visibilité. Enfin, c'est gentil, mais je vais dire à mon propriétaire ou au Super U ou à la Biocoop ou au marché, quand j'irai faire le marché dimanche prochain, est-ce que je peux vous payer en visibilité parce que je vous fais un petit post Instagram? Enfin voilà, ça paye pas quoi. C'est une valeur marchande qui n'existe pas. Donc j'en reviens un peu de ce truc-là, et c'est vrai que c'est un peu un bilan là, le bilan de l'année 2021, qui j'avais plein d'espoir, de volonté, de me dire que voilà, que j'allais que c'était beaucoup de travail mais que ça allait finir par payer, etc. Et bon ça paye pas les factures, et je me dis aussi que je m'épuise là-dedans, donc il faut que, en fait, là j'ai besoin de rééquilibrer et de revoir justement ce truc d'aspect financier, parce que c'est pas viable malheureusement, en tout cas pour moi. Après voilà, chaque céramiste a son propre parcours, quoi, mais je trouve ton discours très lucide, hein. Il n'y a pas de honte en fait, hein. Je pense
faire un autre boulot à côté, c'est mal vu, mais en fait, bah non, hein, c'est la réalité. Hein. C'est clairement ça. C'est vrai que mon partenaire, il est peintre et on a de très très longues discussions parce que bah voilà, le domaine de la créa, c'est un peu ce truc, ce mythe de l'artiste qui vivait de rien. Il vivait de rien, mais il était heureux parce que il faisait sa passion. Et en fait, faut arrêter avec ce délire. Enfin, je veux dire, c'est qui a envie de galérer toute sa vie et de vivre avec trois clopinettes? Enfin, bah non, en fait, parce Ouais, que bien au bout sûr. d'un moment, moi, je trouve que ce rapport à la création, quand tu ne vis pas de ton travail et que ça devient une souffrance parce que on te dit qu'il faut que tu vives de ton art, de ta passion, mais il y a tout un switch qui est entre le moment où c'est ta passion et le moment où tu fais ça du lundi au dimanche, hein, parce qu'il faut pas se cacher, moi aujourd'hui, je travaille plus que quand je bossais en agence d'archi, donc c'est aussi un autre truc pour être 4 fois moins payé. Enfin, bah moi, je veux bien vivre de ma passion, mais dans ces cas-là, il faut repenser un modèle économique à l'échelle sociétale. Enfin, c'est, voilà. Bon, après, c'est simple, mais c'est pas si simple finalement. Bon, Mais- on arrive à la fin. On va bientôt clôturer. Ouais, le moment des tu préfères. Je Ah voulais oui, savoir si toi, tu préfères aller chercher ta terre à même la carrière un jour d'hiver, de pluie où il fait -7, -7. Oula. ou alors tu Ok. préfères tourner une terre qui a mal été dégraissée, tu sais, où elle est un peu crade, il y a plein de cailloux, plein de feuilles, enfin, tu te Oh, blesses, c'est horrible. oh non. Ah, c'est super dur. Ah là là, j'avais entendu ça aussi et je trouvais que c'était difficile à chaque fois les questions, mais c'est vraiment, tu trouves hyper bien les comparatifs. C'est très difficile. Est-ce que je préfère... Alors moi, j'ai un problème avec le froid. J'ai vécu aux Antilles, donc ça m'angoisse le froid. Là déjà, je trouve qu'il fait trop froid. Donc le froid, c'est compliqué, mais en même temps, tourner avec un truc dégueu. Écoute, je crois que je vais aller chercher la terre dans le froid parce que je serai bien couverte et que j'aurai des super gants. Et C'est ça pas sera quand bien. même plus cool. Mais c'est difficile comme choix. C'est bien trouvé. Et sinon, toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rêve pour l'avenir, pour la suite des choses? Tu rêves à quoi en tant que céramiste? J'aimerais beaucoup. C'est un projet qui est en cours. Je rêve de beaucoup de choses. En fait, suite à ce projet Terre-Terre, là, j'ai lancé un projet qui s'appelle Studio Matière et qui a pour but justement de pouvoir un peu fédérer des céramistes autour de la question des céramistes, des potiers, des ingés, enfin voilà, corps de métier confondus, sur la question de la revalorisation des terres de chantier. Donc on s'entend, hein, il y a les terres glanées, ça existe depuis la nuit des temps, les potiers qui fabriquent leurs terres, enfin voilà, évidemment ça existe, j'ai pas du tout la prétention de fédérer ces gens-là. Ils sont déjà fédérés entre eux. Enfin voilà, c'est déjà quelque chose qui existe. Mais sur les terres de chantier et toute la complexité en fait que c'est de traiter une terre qui est dégueu, qui est souvent calcaire, qui est, enfin voilà, et en fait ça intéresse pas tout le monde quoi. Il y a des céramistes qui n'ont aucune envie de passer une semaine à aller travailler une terre qui est impure et la rendre plus exploitable. Mais ça, c'est un truc, j'aimerais beaucoup réussir à fédérer du coup des céramistes ou différents corps de métier autour de ce projet-là et de pouvoir échanger aussi parce que je trouve que justement, Studio Alluvion qui sont aux États-Unis, ils ont tout un cycle de formation et ils proposent en fait des découvertes, d'aller chercher sa terre, etc. Donc c'est des choses qui existent aussi en France, mais voilà spécifiquement sur la terre de chantier et qu'on puisse à la fin travailler aussi avec des collectivités territoriales et de pouvoir aller récupérer cette terre de façon légale, etc. Ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup développer, mais qui demande voilà d'être fédéré pour aussi avoir une force de frappe qui est plus importante que juste soit seul dans son coin quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, qui me tient à cœur. Après, j'aimerais beaucoup réussir ouais, à me former, à explorer cette question des émaux, de valoriser des cendres. Je me dis que ça serait trop chouette de pouvoir avoir des collections avec certaines cendres de certaines cheminées. Je trouve ça assez dingue de se dire voilà j'ai récupéré des cendres qui viennent du sud-ouest, ça sera pas la même chose que en Bretagne, que vers Reims, enfin voilà, et de pouvoir expérimenter tout ça, j'ai hâte de ça.
Mais j'arrive, enfin voilà, c'est vraiment des tests. Aujourd'hui, c'est des tests. C'est faire justement monter en température des roches que je récupère pour ensuite les broyer. Donc voilà, j'en suis là plutôt sur des premiers tests qui sont pas forcément concluants, quoi. C'est difficile. J'ai pas eu vraiment de formation, donc je fais ça avec des bouquins. J'essaye de regarder sur des sites et des plateformes et tout. Justement, je suis en train de récolter pas mal de matière et puis surtout, j'aimerais beaucoup faire une formation pratique en fait pour un peu dégrossir le travail et d'être accompagnée. Je crois que c'est aussi nécessaire à un moment donné de pouvoir être accompagnée sur l'aspect technique, quoi. Enfin, donc c'est en transition. Ok. Et ouais. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.